Le balado numéro 1 de la diversité reçoit les 5 ténors des partis fédéraux. Une émission spéciale. Faites votre choix. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mobélius. Bonjour, je suis Mobélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à ce spécial portant sur les élections fédérales 2021. Alors, on reçoit les grands ténors des partis au niveau fédéral. Alors, aujourd'hui, nous avons, une joie, mais une fébrilité également de recevoir l'une des candidatures vedettes, un ténor au Parti conservateur du Canada. Il en est déjà à se présenter devant ses commettantes et commettants pour la 3e fois. Ils l'ont déjà fait confiance 2 fois. Il a 45% des suffrages obtenus aux élections de 2019. Il est député, messieurs, dames, de la circonscription fédérale de Mégantic-l'Érable. C'est avec honneur et respect que nous accueillons Monsieur le député Luc Berthold. Bonjour. Bonjour, Monsieur Berthold. Comment allez-vous? Ça va très bien. Après une belle présentation comme ça, là, je peux pas demander mieux. Écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout, merci au cabinet de Monsieur Erin O'Toole. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, sachant qu'il se promène à travers la nation, mais il nous a envoyé l'un de ses ténors, qui est sur plusieurs comités à la Chambre des communes. Entre autres, le comité sur les finances publiques, c'est bien ça, les comptes publics. Hein? On dit les comptes publics. Oui, voilà, exactement, les comptes publics. Donc, un qui veille au bon fonctionnement là, des deniers publics, c'est bien ça. Exactement. C'est nous qui posons des questions aux fonctionnaires ou aux fonctionnaires qui, eux, doivent administrer l'argent que le gouvernement leur envoie. Donc, le comité des comptes publics, c'est lui qui regarde les livres, qui fouille, qui reçoit les rapports de la vérificatrice générale, qui les analyse avec elle et par la suite, on pose des questions aux fonctionnaires sur les lacunes ou les bons côtés qui ont été identifiés par la vérificatrice générale. Donc, c'est très important, ce comité-là. C'est un comité qui est assez peu partisan, je dois l'avouer. Il y a les représentants de tous les partis qui sont là. On prend très au sérieux notre tâche d'étudier puis de regarder les comptes publics de tous les ministères. C'est important parce que c'est le rôle du Parlement de superviser tout ce qui se passe dans ces ministères-là. Puis nous, on doit rendre des comptes au Parlement aussi comme comité. Donc, c'est un beau comité parce qu'il y a des gens sensés, des gens qui ont à cœur de tous les partis, l'intérêt des gens. Puis, j'adore faire partie de ce comité-là. Et en passant, je fais juste vous dire que M. O'Toole vous salue. Il aurait aimé effectivement être présent ce soir avec vous, mais sa tournée, puis tout ça fait en sorte que malheureusement, il n'est pas là. Mais moi, je vais tenter de le représenter au mieux possible. Écoutez, ce n'est que partie remise et on est super honorés que de vous avoir avec nos auditrices et auditeurs aujourd'hui. Nos petites oreilles nous ont dit que il a peur que, le cas échéant, que vous veniez à former le prochain gouvernement au niveau fédéral, il y a quelque chose qui nous dit que M. Berthold risque d'être ministre, parce que déjà, vous faites partie du cabinet fantôme là, de M. O'Toole, là, quand même. Même Écoutez, M. Scheer à l'époque également, là.
Oui, ben écoutez, monsieur, la décision, ça revient à monsieur O'Toole. Je pense que vous savez qu'il n'y a pas un candidat qui va vous dire d'avance Qui s'il l'aimerait, oui. aspire, qu'il aimerait. Ben, qu'il Vous êtes bon aimerait, oui. joueur. On peut dire qu'on aimerait, Mhm. qu'on aimerait en faire partie. C'est un défi de faire partie d'un cabinet, tu fais partie du cercle de décision, c'est intéressant. Mais la décision revient vraiment à monsieur O'Toole. Et puis, on a tout d'abord, avant de former le prochain gouvernement, on a à terminer la campagne électorale. Ça va bien pour nous, mais il faut quand même continuer de travailler fort. On a des candidates exceptionnelles un peu partout au pays qui continuent de sillonner les routes. Ça va se terminer le 20, hein? Puis aller jusque-là, ben, on préfère se concentrer sur le premier résultat. Puis après ça, On comme on verra. dit, on verra. Ben, écoutez, on rentre dedans. Vous représentez quand même une circonscription qui est pas mal grande au Québec. Une partie de votre circonscription est dans le centre du Québec. Vous nous corrigez parce que, bon, on a fait le tour un peu, mais également une autre partie qui serait dans Chaudière-Appalaches. Exactement. Ah, Puis, oui. puis il y a une autre partie qui est en Estrie. Ah bon? La Donc, vous partie couvrez quand même 3 régions administratives, là. 3 régions administratives, 3 MRC, Wow. totalement différentes l'une de l'autre. OK. Une petite communauté qui vit grâce à une entreprise qui s'est implantée grâce au train, mais qui a aussi fait sa réputation depuis quelques années triste à cause d'un accident ferroviaire dont tout le monde connaît, la tragédie de Lac-Mégantic. Une autre communauté qui a vécu de l'industrie de l'amiante pendant plus d'une centaine d'années, soit la ville de Thetford Mines et les environs. Puis une autre région qui est remplie de producteurs de lait et de PME, qui est dans la MRC de l'érable. Et vous comprenez que si on dit mais MRC de l'érable, c'est qu'on a beaucoup de producteurs acéricoles, de bons sirops d'érable. Et le meilleur sirop d'érable vient de chez nous. Ben, entre autres, dans Plessisville, on a certaines érablières également, entre autres. Ben, monsieur le maire, écoutez, le titre reste à jamais. On va apprendre à vous connaître très rapidement, parce que vous nous avez parlé de Thetford Mines, vous nous avez parlé des MRC, un peu de votre patelin. Monsieur Berthold, alors, selon les recherches de Coconut Podcast, vous êtes un Sherbrookois, vous êtes né à Sherbrooke, c'est bien ça? Exactement. Excellent. Mais là, il a peur que Thetford Mines vous a adopté depuis pas mal belle lurette. Là. On remonte aux années 90. Là. Un peu même avant, des années 85. 85, oui, OK. En 1985, j'ai accepté un poste de journaliste à temps partiel, animateur à la radio locale à Thetford Mines. C'était un poste à AM. CKLD. CKLD, oui. CKLD à Thetford Mines, dans le grand réseau des Appalaches qui couvrait les 3 territoires dont je parle. C'est assez spécial là, que je me retrouve aujourd'hui député de ce même territoire-là. Mais c'était la radio AM. Les jeunes, aujourd'hui, je suis obligé de leur expliquer, c'est la ligne c'est la ligne qui ne sert plus à rien, c'est pratiquement. Mais c'est comme ça que je suis arrivé ici. Puis j'ai trouvé mon épouse ici. OK. Donc, ça Vous avez eu 3 enfants, là. Exactement. Vous êtes bien informé. Vous avez des bonnes petites oreilles à Coconut. Bon, écoutez, hein, à force de faire le tour du Québec. Puis, je suis même grand-papa maintenant. Je ne sais pas si vous le saviez. Ah, bien, félicitations. De Clovis, qui a à peu près 19 mois. Il ne faut pas que je me trompe parce que mon épouse ne sera pas contente. Mais Clovis, donc, ça va bien pour moi ici. J'adore le coin. J'ai adopté la région. Puis, je suis content, je suis fier de dire que les gens aussi m'ont adopté au cours des dernières années parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été maire de Thetford Mines pendant 7 ans. Oui, 2005. 2006 à 2013, c'est ça. Quand même, ça a été un défi. J'ai vécu les 2 dernières fermetures de mines d'amiante. Donc, j'ai vécu la fin d'une ère mono-industrielle à Thetford Mines pour faire la transformation vers une économie qui est plus diversifiée, qui va très bien aujourd'hui d'ailleurs. Superbe. Alors là, vous allez être élu pour la première fois au sein de la famille conservatrice en 2015 et réélu en 2019, nous le disions en préambule, avec quand même 45% des suffrages. Vous avez été presque plébiscité, nous pourrions le dire ainsi. Alors, les gens reconnaissaient le travail fait par Monsieur Berthold. L'environnement, ça, c'est le premier volet qu'on va aborder avec vous. Parce que
ce qui est intéressant, vous avez été maire de Thetford Mines, vous êtes député aujourd'hui, vous menez une campagne, mais ça c'est intéressant, carboneutre. Ça veut dire tous les kilomètres parcourus par votre équipe, alors via, vous allez nous l'expliquer, hein, les crédits au niveau du carbone, vous êtes en mesure de payer, voilà, l'empreinte que vous laissez sur notre belle planète, vous assurez que votre équipe fasse son bout de chemin. On vous écoute un peu, là, vulgarisez-nous ça un peu. Là. En résumé, c'est qu'il y a une organisation qui existe au Québec qui s'appelle Carboneutre Québec qui offre la possibilité aux bureaux, aux organismes d'assurer leur carboneutralité. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne électorale, on va pouvoir dire fièrement qu'on n'a pas émis plus de gaz à effet de serre, qu'on a aidé à préserver puis à séquestrer du gaz à effet de serre. Donc, c'est d'où la neutralité. On n'aura pas eu une campagne qui va avoir été génératrice du réchauffement climatique, autrement dit. Et ça, on le fait effectivement en payant. Comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. L'organisme fait l'évaluation d'absolument tout, là. Des déplacements, de l'utilisation des ordinateurs, des locaux qu'on va prendre, l'air climatisé ou le chauffage, bref, toute la campagne est analysée. Et l'organisme nous dit, pour faire une campagne carboneutre, nous, on s'engage à planter en votre nom un nombre total d'arbres en fonction du nombre de gaz que vous allez émettre pendant la campagne. Dans mon cas, c'est 19 arbres qui vont être plantés par Carboneutre Québec pour que je puisse dire que cette campagne-là est carboneutre. J'y tenais parce que on parle souvent des objectifs de gaz à effet de serre à grande échelle de nos provinces, au niveau national, au niveau mondial. Mais il y a quand même des gestes qu'on peut faire localement pour aider et pour contribuer. Puis moi, je trouvais que c'était une belle façon de donner l'exemple en ayant recours à cette organisation-là. Bon, on sait que vous avez un pied-à-terre dans le centre du Québec, quand même une des régions phares en ce qui a trait aux initiatives également, en ce qui a trait à l'environnement. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez fait des petits dans votre équipe, quelques collègues qui vous regardent avec « Ah je devrais faire ça, j'aurais dû faire ça ». Est-ce qu'il y a des gens qui vous applaudissent carrément? Là, on vous écoute, monsieur. Les gens ont apprécié beaucoup. J'en ai fait même un thème d'une semaine de ma campagne électorale. C'est pour permettre de passer le message encore plus fort. Parce que c'est bien de le faire, mais il faut aussi le faire connaître. Il faut aussi inviter les gens à le faire. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si mes collègues ont tous suivi, mais je sais qu'il y a plusieurs candidats dans cette campagne électorale-là qui l'ont fait. Et puis, c'est principalement, on parle de nos jeunes, on parle de nos petits-enfants. Je vous parlais de Clovis tout à l'heure, mais c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est maintenant, on s'en rend compte, les effets des changements climatiques sur notre entourage, sur notre environnement sont là, des sécheresses, la chaleur extrême. On aime la chaleur, mais quand la chaleur nous empêche d'avoir suffisamment d'eau pour que nos producteurs puissent faire pousser ce qu'on a besoin, on a un problème. Donc, effectivement, c'est un thème qui est revenu beaucoup dans la campagne, puis je suis très, 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 très fier puis content de l'aborder avec les citoyens aussi. Superbe. Alors maintenant, on est dans ce volet environnement. Vous parlez de Clovis, votre petit, hein, le tout dernier là, de la famille. Alors, vous êtes grand-père du Clovis. La transition énergétique. Ça, on est en plein dedans. C'est un peu le sujet de l'heure, l'urgence climatique, n'est-ce pas? Durant le débat des chefs en français, on voyait un jeune qui posait une question pour même ses enfants, tu sais, il y a 11 ans, puis il posait déjà la question, « Ouais, mais quelle planète vais-je laisser à mes enfants? » Moi, j'aimerais vous entendre. Que propose le Parti conservateur en ce qui a trait à la transition énergétique, de un, et surtout à cette urgence climatique? Nous vous écoutons. La première promesse qu'on peut faire, c'est commencer par d'abord et avant tout respecter les engagements qu'on prend sur la scène internationale. Et c'est pour ça qu'on a ramené sur la table les objectifs de Paris. Parce que malgré les belles paroles au cours des dernières années, malgré
qu'on a dit qu'on allait faire plein d'initiatives. Le Canada est resté le seul pays du G7 à voir ses émissions de gaz à effet de serre augmenter au cours des dernières années, malgré le fait qu'on ait augmenté nos objectifs, malgré le fait qu'on ait on a entendu toutes sortes de belles paroles. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de présenter un plan qui était crédible, réaliste, qui va permettre d'atteindre les cibles de Paris, qui est 30 de réduction de nos gaz à effet de serre, parce que c'était les cibles qui étaient fixées. Avant de s'en fixer d'autres, il faut commencer par atteindre celle-là. Puis je pense que si on y va par étapes, on va avoir plus de succès. En même temps, vous parlez de transition énergétique. Il y a des centaines, des milliers de travailleurs qui dépendent encore de l'énergie du fossile. Effectivement, au Canada, il y a l'industrie pétrochimique à Montréal, il y a les travailleurs de l'Ouest. Donc, il faut faire en sorte que on donne le temps à ces gens-là de s'en aller, de s'engager eux aussi vers des nouvelles sources d'énergie, de transformer ces emplois-là en emplois qui sont plus verts, si vous me permettez l'expression. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que si on est capable de faire les choses mieux que les autres, ben pourquoi pas? Si on est capable d'être plus éco-énergétique dans notre production, tant et aussi longtemps que la planète va avoir besoin de l'énergie fossile, que ce soit en énergie ou sous forme de plastique, parce que si on fait juste regarder autour de nous, là, l'utilisation du pétrole est généralisée. Les pancartes électorales que j'ai derrière moi, justement, ça est fait à partir de pétrole. Donc, on s'en va vers ça, mais il faut le faire en respectant les emplois, les gens, puis l'économie du Canada. Et donc, c'est ce qu'on propose, un plan qui est réaliste, une transition énergétique qui va se faire dans le respect des emplois, des gens qui y travaillent, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'en aller vers ça. Il faut encourager les gestes qui vont nous permettre d'y aller, comme la séquestration du carbone. On s'est engagé à investir beaucoup d'argent en recherche dans les méthodes naturelles pour séquestrer le carbone, notamment avec les producteurs agricoles, les attraits naturels, les milieux naturels qui sont en mesure de séquestrer beaucoup de carbone. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pénaliser les Canadiens parce qu'on va aller plus vite que les pays voyous qui, eux, ne respectent rien. Et ça, c'est important pour nous. Donc, on va y aller à un bon rythme, un rythme accéléré, évidemment, et on n'a pas le choix, il faut peser sur le gaz. Le dernier rapport du GIEC est inquiétant, mais plutôt que de lancer des paroles en l'air, on va faire en sorte que ce qu'on promet, on le fasse. Et le plan est crédible, il a été vérifié par des sources externes, un plan qu'on a dévoilé au mois d'avril dernier, qui est rempli de belles mesures. Est-il chiffré? Est-ce que les chiffres vont être complètement dévoilés d'ici la fin de la campagne? Vous êtes en train d'y travailler? Les chiffres ont été dévoilés hier, les chiffres de notre plateforme. Donc, les chiffres de la campagne, ils ont été dévoilés récemment. Là. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que ça se tient. On est capable de faire ça, on est capable d'appuyer l'industrie, mais on est capable en même temps de protéger notre environnement. On maintient une tarification sur le carbone. On ne la fera pas augmenter à 170 $ la tonne comme plusieurs autres en parlent. On va la maintenir à un niveau qui va faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes vont pouvoir se l'offrir et en même temps qu'on ne pénalisera pas notre économie. Mais s'il faut aller plus loin, on va le faire. Comme exemple, on a l'intention de taxer les produits qui sont importés au Canada, qui viennent de pays qui, eux, ne respecteraient pas les réductions des gaz à effet de serre. Parce que s'ils ne les respectent pas, ça leur coûte donc moins cher à produire que nous. Ça leur coûte moins cher, donc ils ont un avantage qui est comparatif à nous autres, qui est nettement défavorable à notre point de vue au niveau économique, mais principalement au niveau écologique. Si ces gens-là continuent de produire sans avoir aucune conséquence sur la planète, puis c'est des beaucoup plus gros pollueurs que ce que le Canada peut être, ben à ce moment-là, on a un problème. Donc, il faut mettre nos culottes, il faut attacher notre ceinture puis dire à ces gens-là, on va taxer les produits si vous ne respectez pas des normes puis si vous ne faites pas des mesures pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre comme on le fait, nous, au Canada. Est-ce que un gouvernement conservateur va respecter cette promesse du gouvernement actuel qui est de ne point financer l'industrie fossile, produisant de l'énergie fossile au-delà de 2023?
On avait certaines indications qui nous disaient 2025. Durant la campagne, on est revenu avec 2023. Ça a fluctué. Ça tergiverse. Mais on aimerait vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez quand même un point à un certain moment dans la chronologie du temps où ce que vous dites à ce moment, on arrête de financer l'industrie fossile pour pouvoir passer vers ces industries plus vertes? Mais si je vous dis qu'on va investir pour transformer cette industrie-là tout en préservant les emplois, donc on va continuer d'investir pour faire ces transformations-là, pour améliorer le bilan d'émissions des GES. Et s'il faut le faire, puis que les résultats sont positifs à la fin, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas de date. Je n'ai pas vu de date de fin dans notre programme, je vous avoue sincèrement, candidement. Il n'y a pas de date parce que je pense que c'est une démarche qu'on doit entreprendre qui est sérieuse, mais en même temps, c'est pas de subventionner l'énergie fossile que de subventionner la séquestration, puis de subventionner l'hydrogène, puis de subventionner toutes les autres mesures autour qui vont faire en sorte que ces produits-là, dont on a encore de besoin, parce que c'est pas vrai que si je vous dis qu'en 2030, il n'y a plus personne qui va utiliser de plastique, puis on n'utilisera plus de pétrole dans rien, vous ne me croirez pas. Donc, tant ou aussi longtemps qu'on aura besoin de cette industrie-là, il y a des travailleurs de cette industrie-là qui méritent d'être supportés par leur gouvernement. Le gouvernement fédéral s'est porté acquéreur de Trans Mountain. Un gouvernement conservateur serait-il prêt à s'en départir dans la durée, n'est-ce pas, ou c'est un bien que le gouvernement conservateur va préserver et continuer à en faire usage? On vous écoute. Premièrement, un gouvernement n'aurait jamais dû être propriétaire d'un pipeline. Je pense que c'est la première réponse, c'est que le gouvernement n'aurait jamais dû être propriétaire. L'entreprise privée avait des projets. L'entreprise privée voulait réaliser le projet Trans Mountain. Malheureusement, le gouvernement, par son attitude, a fait en sorte que le privé a choisi de se retirer de cet investissement-là. Donc, c'est évident que s'il y a quelqu'un dans le domaine du privé qui désire reprendre l'investissement du gouvernement, il va être le bienvenu, particulièrement s'il est en partenariat avec des communautés autochtones ou des gens qui désirent s'impliquer financièrement dans un projet comme celui-là, parce que malheureusement, ça a coûté beaucoup de deniers publics. C'est un projet qui devait être fait, on le sait, pour être capable de désenclaver le pétrole de l'Ouest. Mais en même temps, on n'aurait jamais dû être obligé, comme gouvernement, d'acheter le pipeline. On aurait dû, plutôt que de nuire à l'entreprise privée, l'aider à réaliser le projet. On n'en serait pas là aujourd'hui. Superbe. Et pour terminer, vos commettantes et commettants vous écoutent. Vous nous dites, bon, oui, vous allez travailler à cette transition énergétique, mais il y a encore des gens qui travaillent dans cette industrie, dans l'Est de Montréal, entre autres, dans l'Ouest canadien. Donc, on se doit de les accompagner. Mais les gens de Mégantic, par exemple, eux autres, ils doivent se dire, quelle est leur position, quelle est la vôtre, sachant que du pétrole qui circule à proximité de nos communautés. Il me semble que le plus vite qu'on pourrait évacuer ça de notre environnement, ce serait le meilleur, il me semble. Ben, écoutez, on a tous un réservoir de pétrole dans notre cour. On a tous, ceux qui aiment les barbecues, un réservoir de propane sur notre galerie. On a appris à vivre avec ce produit-là, mais on le fait de manière sécuritaire. Et ça, c'est ce qui est important et c'est ce que les gens de Lac-Mégantic souhaitent d'abord et avant tout, c'est que la voie qui passe au centre-ville soit retirée du centre-ville, qu'on contourne Lac-Mégantic et que les voies soient sécuritaires, que les wagons soient sécuritaires pour que plus jamais on ne revive une tragédie comme celle-là. Mais en même temps, faut encore une fois, je le dis souvent, il faut réaliser que c'est pas demain qu'on va pouvoir se passer complètement du pétrole, mais il y a des façons plus sécuritaires de le transporter, de l'utiliser, et il faut tendre vers ça. C'est sûr que si on avait une baguette magique, qu'on pouvait donner des emplois à tout le monde du jour au lendemain, qu'on pouvait transformer le pétrole en hydrogène, puis que ça fonctionnait d'un coup, tout le monde souhaite ça. Mais ce n'est pas la réalité.
Ça va prendre un certain temps et pendant ce temps-là, il faut s'assurer de la sécurité du transport, de la sécurité des contenants, de la sécurité de toute cette industrie-là. Et ça, c'est la priorité des gens de Lac-Mégantic que je dessers. Je dirais que c'est la seule priorité en ce moment pour nous, c'est que ça soit fait de manière sécuritaire. Puis tant que ce ne sera pas sécuritaire, tant qu'on n'aura pas une nouvelle voie, je suis d'accord avec vous. Il n'est pas question qu'il se passe du pétrole à Lac-Mégantic. Superbe. Et pour terminer dans le volet environnemental, toujours pour les gens de par chez vous, parce que c'est intéressant là, d'avoir un député ancré dans son patelin, comme on dit, au niveau du plan conservateur, vous poussez pour qu'il y ait un fonds en ce qui a trait à la réhabilitation des sites miniers. On aimerait vous entendre sur cette promesse électorale. Écoutez, pendant 100 ans, les gouvernements du Québec, les gouvernements fédéraux ont profité de l'industrie minière à Thetford Mines en recueillant taxes et impôts. Sur la scène internationale, il y a eu des centaines de milliers de tonnes d'amiante qui ont été vendues partout à travers le monde et les mines sont maintenant fermées. Fait que si vous passez dans le coin de Thetford Mines, la première impression que vous allez avoir, si vous arrivez particulièrement du côté de Black Lake, c'est que la ville est dans une mine parce qu'elle est entourée de montagnes de résidus miniers. Il y a des puits miniers partout. Il y a des trous dans le milieu de la ville parce que c'est des grands territoires qui ont cessé d'être exploités. Il y a des bâtiments industriels qui ont été laissés à l'abandon depuis ce temps-là. Et malheureusement, malgré des demandes que j'ai faites répéter, le gouvernement fédéral n'a pas voulu prendre sa responsabilité sur la réhabilitation de ces sites-là. Et c'est pourquoi c'est important pour les gens d'ici de redonner ces territoires-là aux gens qui l'occupent. D'avoir des bâtiments abandonnés, des halles minières, ça sert absolument à rien, ça aide personne. Donc, on peut en faire quelque chose de positif et c'est un investissement que j'ai réussi à obtenir de la part de mon parti pour les communautés minières ici, mais toutes les communautés minières du Québec qui, elles aussi, ont vécu cette situation-là où une mine a tout pris pendant des années, puis quand elle s'en va, il reste tout, sauf de l'argent pour payer les dégâts. Intéressant. Ça, c'est une belle proposition, surtout pour notre région, pour le Québec, c'est à nous. Donc, ça, je trouve ça très intéressant, monsieur le député. Maintenant, vous me parlez de redynamiser au niveau environnemental, mais là, on rentre dans le second volet qu'on va passer assez rapidement. On a 4 volets là, qu'on passe avec qu'on regarde. Nos travailleuses et travailleurs ont été fortement touchés lors de, puis on est encore dedans, cette pandémie de la COVID-19. Quel est votre plan de relance post-COVID au niveau du Parti conservateur? On sait que vous nous disiez, et tous les grands ténors du Parti conservateur, entre autres M. O'Toole, que vous proposez un 2800 $ par individu, n'est-ce pas? Et jusqu'à 5 000 $ par famille. Ça, c'est sur 3 mois. C'est ce qu'on appelle une allocation pour les travailleurs. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il me semble que c'est une bonne façon d'aider également les familles qui en ont arraché durant la pandémie. On vous écoute. Effectivement, ce qu'on veut faire, c'est doubler l'allocation pour le travail. Les gens qui travaillent, ça va aider aussi beaucoup les aînés qui continuent de travailler parce que c'est de l'argent qui va être versé à tous les 3 mois. C'est pour encourager les gens, effectivement, à retourner sur le marché du travail. Ça fait partie du fameux plan dont on a tant parlé de M. O'Toole, le plan de rétablissement du Canada, qui a plein de mesures pour qu'on puisse faire, on parlait tantôt d'une transition climatique, énergétique. Maintenant, on doit faire une transition post-COVID. On doit se tourner vers l'avenir puis réfléchir à ce qui nous attend. Ça a coûté très cher, la pandémie. Ça a coûté très cher à l'État. On parle d'une dette à la fin de l'année prochaine qui va être de 1,4 billion, c'est-à-dire 1 400 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, le plan vise à mettre fin graduellement aux mesures d'urgence. Parce que si la COVID se termine, si la COVID ne se termine pas, qu'il y a une autre vague, à ce moment-là,
on devra prendre les mesures qui s'imposent, mais mettre fin à ça, puis adopter des mesures pour retourner, créer des emplois. Créer des emplois, ça veut aussi dire redonner des emplois à des gens qui ont perdu le leur, mais en même temps, essayer de trouver des façons de faire en sorte que les entreprises qui ont plus de main-d'œuvre aujourd'hui, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puissent aussi trouver des travailleurs, que ce soit des travailleurs étrangers ou des gens qui, comme je parlais de mes retraités tout à l'heure, qui désirent retourner au travail. C'est donc de créer 1 million d'emplois ou de combler 1 million de postes au cours des premières années, dans la première année du mandat. Ça, c'est un des engagements fermes du plan de rétablissement. Et il y a beaucoup de mesures qui sont dans le plan qui décrivent bien comment on va y parvenir. On en entend parler énormément. Les baisses d'impôts en ce qui a trait aux familles voulant envoyer leurs enfants dans les services de garde, les garderies, CPE. Mais là, il y a certains grands acteurs sur la scène provinciale au Québec qui disent oui, mais on a déjà notre programme au Québec. Les familles n'ont pas vraiment besoin de baisse d'impôts. C'est peut-être des aides directes. Qu'avez-vous? Quelle lecture faites-vous un peu de ces critiques-là? Bien, les services de garde, c'est de compétences provinciales, premièrement. Le Québec, il y a 20 ans, a décidé de se doter et de se payer un service national de garderie. Donc, qui fait en sorte que les gens payent aujourd'hui autour de 8 $ par jour pour envoyer leurs enfants dans ce service de garderie qui est géré par le gouvernement du Québec, que ce soit dans des établissements ou dans des familles. Il manque encore des places. Il y a encore des femmes, des familles qui ne trouvent pas de place dans ce réseau-là pour pouvoir retourner sur le marché du travail. Et c'est un problème. Ailleurs, dans d'autres provinces, il n'y a pas ce réseau national de services de garde et M. Trudeau a proposé de mettre en place un système comme celui du Québec qui a fait ses preuves, mais de l'imposer aux provinces en disant « Hey, moi, je suis prêt à en payer la moitié, mettez-le en place ». Et c'est totalement la façon différente de travailler que le Parti conservateur adopte. C'est des initiatives qui doivent venir des provinces. Cependant, on reconnaît comme gouvernement qu'on doit aider les femmes qui veulent retourner sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on a proposé un crédit d'impôt de 75 % des frais de garde pour les femmes qui désirent envoyer leurs enfants dans des services de garderie. C'est principalement ailleurs au Canada, mais ça va aussi s'appliquer au Québec pour les familles à faible revenu notamment. Et ce que ça va faire, c'est que les femmes qui n'ont pas de place au Québec dans les services de garde vont pouvoir choisir une autre alternative, peut-être en attendant qu'une place se libère dans le réseau national des garderies au Québec. C'est aussi simple que ça. Et comme le Québec a déjà décidé de payer son système de garderie, là, on va se dire, ouais, mais ça ne coûtera pas cher au gouvernement fédéral, 75 %, déjà les familles sont toutes dans les garderies. Nous, ce qu'on a dit, on reconnaît que le Québec est différent. On va s'entendre avec M. Legault pour que les Québécois, comme peuple, ne perdent pas au change parce qu'on a décidé de ne pas financer un réseau national de garderie, mais plutôt de financer les familles directement pour leur service de garde. En 5 secondes, très rapidement, on a vu M. Legault sortir de sa réserve habituelle et carrément inviter ses troupes, entre autres, ou quiconque, à appuyer l'équipe conservatrice. Comment avez-vous reçu ce coup de pouce en pleine campagne électorale? On travaille depuis tellement longtemps sur le plan pour le Québec avec M. O'Toole. M. O'Toole a décidé de laisser vraiment une place au Québec. Et il a de l'ambition pour le Québec, mais en même temps, il sait que le Québec a sa propre place. Donc, ce qu'on souhaite, c'est donner plus de pouvoir au Québec. Reconnaître au Québec qu'il y a des champs de compétences qui est le seul à être habilité à gérer, comme la santé. La reconnaissance de la nation du Québec en tant que nation, c'est sous M. Harper? Ça s'est fait sous M. Harper, puis maintenant, on va donner un peu plus de dents à cette reconnaissance-là en permettant et en reconnaissant, non pas en permettant, on n'a pas à permettre rien au Québec, en reconnaissant au Québec qu'il a le droit d'adopter ses propres lois pour protéger sa langue, sa culture, en ne s'ingérant pas dans les débats, dans les lois de l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Je pense que c'est important. Puis, c'est pas pour rien que M. Legault a parlé du Parti conservateur comme le seul qui était prêt à reconnaître le Québec. Il a peur des autres parce que les autres partis, à chaque fois qu'ils parlent d'investir de l'argent au Québec, ils assortissent ça de toutes sortes de conditions.
Comme si à Ottawa, on était meilleur qu'à Québec pour gérer nos affaires. Puis c'est pas le cas. Je pense que M. Legault a compris ça, qu'avec les conservateurs, ça va vraiment être des chèques, pas de conditions, puis ça va permettre au Québec d'atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus autonome que si c'est un autre gouvernement qui est là. Vous êtes tout un vulgarisateur, on le voit, vous avez déjà été journaliste, là, hein? On sent là, votre capacité de capter l'auditoire. Incroyable, incroyable, M. Berthold. Écoutez, très rapidement, ces mêmes travailleuses et travailleurs, nos frères et nos sœurs monoparentales, nos frères monoparentales, de plus en plus, les jeunes couples, nos aînés ont de la difficulté à se trouver un logement abordable. Et pour les plus jeunes, carrément le rêve de l'accès à la propriété. Moi, si je peux me considérer jeune encore, c'est quelque chose qui va au-delà. Tu sais, on pense peut-être plus à un chalet, on va visiter vers les Plessisville parce que c'est peut-être plus Essayez pas abordable. d'acheter un chalet, là. C'est encore plus dispendieux maintenant. Maintenant, les chalets hein? que les résidences. Un bon conseil venant de M. le député, c'est bon ça. Mais que propose le Parti conservateur? On a vu d'autres propositions des autres partis au niveau fédéral, mais au niveau du logement abordable et de l'accès à la propriété. On vous écoute. Ce qu'on souhaite, c'est augmenter le taux de construction de résidences pour construire 1 million de maisons au cours des 3 prochaines années. Okay. Et ça, je pense que c'est important. Malheureusement, la crise, les flip-flops de ce monde et les reventes de revente en revente ont fait grimper le prix de l'immobilier. Puis effectivement, le rêve de devenir propriétaire est de plus en plus loin, hors de portée pour plusieurs jeunes familles. Et ça, on le reconnaît. Donc, on a plusieurs options. Examinez, exemple, le portefeuille immobilier du gouvernement fédéral pour libérer des espaces pour créer des logements. On souhaite libérer au moins 15% des espaces locatifs que le gouvernement fédéral occupe actuellement pour être capable de créer des logements. On veut aider les fonds au niveau du transport en commun pour permettre de desservir les communautés également, parce que souvent, c'est un problème. Hein? Le prix des maisons va augmenter à proximité des nœuds de transport en commun. Donc, il faut trouver une façon, il faut lutter contre ça. Ça, c'est quelque chose de très concret, mais qu'on vit réellement, particulièrement dans les grandes villes. On veut offrir aux Canadiens la possibilité d'accéder à la propriété en facilitant l'obtention d'un prêt, notamment pour un plus grand nombre de familles. Bref, il y a plusieurs mesures, mais l'important, c'est que le gouvernement doit se préoccuper de cette situation-là. On ne doit pas faire semblant que ça n'existe pas. On doit fermer la porte aux investisseurs étrangers qui viennent acheter des logements pour faire de la spéculation. Il y a eu un laisser-aller au cours des dernières années. Malheureusement, aujourd'hui, avec le prix de tout qui augmente, les loyers, la nourriture, l'essence, c'est de plus en plus difficile pour une famille de la classe moyenne de s'y retrouver. Donc, c'est une des priorités de notre plan, de faire en sorte de favoriser l'accès à des loyers plus abordables pour un plus grand nombre de Canadiens. Ça, là, c'est rare que je sors de ma réserve journalistique, vous le savez vous-même, mais ça, je pense que vous pouvez pousser auprès de monsieur, le chef de l'opposition officielle, monsieur O'Toole, pour qu'il travaille véritablement cette question. Vous avez Clovis, vous-même, vous en parliez. Il faudrait pas qu'il arrive un moment, même si grand-papa, tout le monde avait mis un peu de côté pour l'aider plus tard, qui se retrouve devant des maisons comme sur la côte ouest canadienne à 1,5 million, 2 millions. À un moment, tu te poses la question, est-ce que je veux travailler toute ma vie sans même penser pouvoir la payer? Donc ça, je pense que on vous entend. Je pense que c'est quelque chose que vous prenez à cœur, Monsieur O'Toole également, mais on aimerait vraiment que vous poussiez pour ça parce que le rêve canadien, entre autres, fait en sorte que je peux me loger dans un logis décent qui répond à mes aspirations. Donc, faut le préserver, ça. Là. Tout à fait. Puis, vous pouvez compter sur beaucoup de députés qui parlent quotidiennement à beaucoup de gens qui éprouvent des problèmes à se loger adéquatement, des gens qui voient leur rêve brisé. Donc, on va continuer de pousser là-dessus. C'est pas pour rien que c'est inscrit puis qu'on a décidé de s'y attaquer dès maintenant. Pour terminer, M. Berthold, écoutez,
À Coconut Podcast, nous sommes en pleine zone urbaine, entre autres à Montréal. Il y a une situation dans les quartiers Est et on pourrait se dire dans la grande région métropolitaine de Montréal. Il y a cette recrudescence de violence causée par armes à feu. On se réveille le matin, on regarde nos fils de presse, on voit dans tel quartier, il y a eu une attaque à l'aide d'une arme à feu. Arme à feu, arme à feu. Ça, même les grandes mairesses et maires ont fait une sortie récemment pour demander à ce que cette situation soit prise plus qu'au sérieux. On sait qu'au niveau législatif, par moment, votre parti a resserré la vis qui a apporté, certains résultats. Est-ce qu'il faudrait peut-être penser à quelque chose là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune veut se procurer une arme, les conséquences, des fois, on dirait, elles sont un peu, voilà. Mais si tu sais qu'il y avait des conséquences comme peut-être plus imposantes, peut-être regarder du côté législatif, mais que propose le Parti conservateur en ce qui a trait à la prolifération des armes à feu sur le territoire canadien, plus précisément dans les centres urbains? On vous écoute là-dessus. Et on a aussi ce problème-là dans certaines zones rurales, aussi dans les prairies. La recrudescence des crimes. C'est pas parce qu'on n'est pas à Montréal qu'on voit pas ce qui se passe, qu'on ne regarde pas ce qui se passe. Ça nous déçoit terriblement aussi, M. Joseph. Sincèrement, quand on voit ça, on se dit, c'est pas le Canada qu'on veut, puis c'est pas le Canada qu'on a vu, qu'on espérait quand on était jeune, puis qu'on voulait grandir dedans. Quand on voit ça, on se dit il faut faire quelque chose. Malheureusement, il faut s'attaquer aux bonnes cibles. Et il faut s'attaquer au trafic d'armes, à la contrebande et au phénomène des gangs de rue qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. On va investir pour ajouter des agents au niveau de la Gendarmerie royale du Canada, collaborer avec le Québec, qui a son propre service de police, aussi avec la police de l'Ontario, pour faire en sorte d'axer notre lutte contre ces armes illégales. C'est là la clé. Parce que ces gens-là qui commettent ces crimes-là vont pas aller chez un marchand d'armes du jour au lendemain, aller acheter une arme à feu, s'enregistrer, s'inscrire, payer leur permis, puis s'en aller chez eux, puis après ça, aller voler quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche que c'est des armes illégales qui se procurent sur le marché noir, il y a un trafic de ça qui se déroule présentement. Donc, les fusils d'assaut, là, c'est sûr qu'au Parti conservateur, on revient pas avec ça. Là. On va pas redéfaire une loi qui bannissait les fusils d'assaut. Est-ce qu'on est clair là-dessus? On est clair là-dessus. Puis les fusils d'assaut de type mitraillette dont on parle souvent, dont on voit les images, ça fait déjà 30 ans que c'est banni au Canada. Il y a maintenant une autre série d'armes à feu qui ont été ajoutées à une liste d'interdiction et celle-là va être maintenue. Ces interdictions-là vont être maintenues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir cette liste-là avec les chefs de police, avec les organisations de chasseurs, de pêcheurs qui, eux, ont des armes à feu. Ils peuvent l'utiliser d'une manière tout à fait légale et sécuritaire. C'est un peu comme on parlait du transport du pétrole tout à l'heure. Là. Il y a des gens qui sont d'honnêtes personnes qui le font pour leur loisir, pour leur sport. Je suis dans une région où on est entouré d'arbres. Il y a des chasseurs partout. Puis, on n'a pas une recrudescence ici comme on la vit à Montréal. Donc, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Et les armes de poing? Juste peut-être quelques mots là-dessus, parce que c'est ce que Madame Valérie Plante, entre autres, qu'on a reçu à Coconut Podcast, nous disait, le gouvernement en place laisse en sorte que ce soit les municipalités qui régissent en cette matière. Bon, maintenant, au niveau provincial, on veut davantage un peu s'en préoccuper, mais est-ce qu'il y a un grand politicien, le premier ministre, qui disait qu'à la page 90 du plan, lors d'un de ses débats ou le face-à-face à TVA, il me semble, disait que non, on parlait que les armes à poing n'allaient pas disparaître. Est-ce que vous voulez clarifier pour nous, M. Berthold? Encore une fois, non, mais encore une fois, on parle de chasseurs sportifs, on parle de gens qui aiment le tir dans des champs de tir. Je ne vois pas pourquoi on interdirait ces armes-là pour ces honnêtes personnes-là qui enregistrent leurs armes, qui en ont, qui en font des collections, pour
pour le choix qu'ils veulent. Encore une fois, ce n'est pas ces armes-là qu'on doit retirer du trafic, c'est les armes de poing illégales. C'est les armes illégales tout court. Donc, le contrôle aux frontières, entre autres. Exactement. Il n'y a pas d'autre définition. Les armes qu'on doit d'abord et avant tout se contrôler, c'est les armes illégales. Et c'est là-dessus que doivent aller nos efforts. Et c'est là-dessus qu'on va décider qu'on va être plus sévère envers les gens qui en possèdent, qu'on va être plus sévère envers les gens qui les traversent. Et donc, il y a un resserrement législatif, là. Qui s'en vient, c'est sûr. Ah, oui. Tout à fait. Et des effectifs pour nos agents de la paix, pour leur donner des bras en plus, comme on dit, là. Tout à fait. On n'a pas besoin d'engager des policiers et des ressources pour aller surveiller les honnêtes gens qui ont fait tout le processus normal. On doit mettre ces ressources-là où on a des problèmes, c'est-à-dire dans les rues, c'est-à-dire dans les quartiers que vous avez nommés tout à l'heure, où il y a des situations vraiment problématiques. C'est là qu'on doit intervenir d'abord et avant tout. Écoutez, toute une entrevue. Juste vous dire, je sais que le cadre législatif va changer. Plusieurs citoyens demandent qu'il y ait un changement. Les effectifs vont augmenter. Peut-être passer auprès de monsieur le chef de l'opposition officielle, monsieur O'Toole, de s'assurer que nos policières et policiers fassent leur travail dans les règles de l'art, parce qu'on sait qu'il y a eu, avec tout le mouvement Black Lives Matter, il y a eu, certains écarts de certains policiers peut-être dans le travail qu'ils font, n'est-ce pas? Alors, il faut que ça se fasse dans les règles de l'art pour ne pas stigmatiser des gens qui sont d'honnêtes travailleurs, mais comme qu'ils habitent dans des zones limitrophes ou même dans ces quartiers, se fassent interpeller. Des fois, ça peut donner des histoires à la Monsieur Camara. Donc, il faut faire attention quand même. Monsieur Berthold, écoutez, toute une entrevue, Québec, mais bon, le Québec, vous connaissez déjà un peu quand même, hein? Candidat vedette, grande personnalité, mais le reste de la francophonie vient de faire une découverte incroyable. On comprend pourquoi Monsieur Erin O'Toole, c'est vous qui l'a envoyé à Coconut Podcast. Vous êtes un vulgarisateur né. Moi, je vous vois comme professeur. En tout cas, dans mes écoles secondaires, je vous prendrais n'importe quand parce qu'avec vous, c'est clair, comme on dit. Vos remerciements et surtout, vos commettantes et commettants vous écoutent. Vous êtes le représentant ce soir de Monsieur Erin O'Toole. Alors, les derniers mots sont à vous. On vous écoute. Le choix, il va falloir qu'il se fasse le 20 septembre. Oui, tout à fait. C'est important, ça s'en vient. Puis, je vous remercie tout d'abord de l'opportunité que vous nous offrez d'être là puis de parler des gens qui, normalement, ne sont pas toujours à l'écoute des mêmes médias. Et c'est ce que j'aime des plateformes comme la vôtre. Merci beaucoup, M. Joseph, vous et toute votre équipe. Vous savez, le 20 septembre, les gens ont un choix. Ont un choix de continuer les choses comme elles étaient, c'est-à-dire vers la voie de l'endettement. C'était commencé bien avant la pandémie, vers des belles paroles, mais des promesses qui ne se tiennent pas, ou encore vers un gouvernement qui va être là pour le Québec, qui va se tenir debout, vers un gouvernement qui va donner des pouvoirs au Québec, qui va respecter les champs de compétences au Québec, qui va additionner des sommes dans le réseau de la santé qui en a tellement besoin, sans condition, sans jouer le papa, puis sans essayer de faire des chicanes à tout bout de champ avec le Québec pour avoir le dernier mot sur qui va avoir raison. Donc, c'est un gouvernement conservateur. M. O'Toole nous a donné carte blanche au Québec pour monter une belle campagne et on l'apprécie et on sait que ça va être comme ça pour le reste. Donc, effectivement, si on veut un vrai choix, un vrai changement de gouvernement, il y a une seule option. Parce que cette option-là, c'est de voter pour le Parti conservateur. Parce qu'un vote pour tous les autres partis, c'est un vote pour la réélection de M. Trudeau. Ça va diluer l'impact. Si on veut changer, on vote conservateur, puis on aura un gouvernement qui va avoir à cœur tout ce dont je viens de vous parler et bien d'autres choses qui sont incluses dans le grand plan de M. O'Toole. Écoutez, Monsieur Berthold, encore je le redis, toute une entrevue et surtout, nous, à Coconut Podcast, on s'est permis de faire le tour du Québec, oui, entre autres, et surtout d'autres communautés francophones dans nos régions avoisinantes, provinces voisines. Alors, on s'est rendu chez les Inuits. Ils nous disent « Chinash Kumitin ».
Par la suite, on s'est rendu chez les Algonquins. Ils nous disent Miigwech. Également, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. On s'est rendu pas trop loin de chez vous, là, dans la région d'Odanak, dans le centre du Québec. Alors, les Abénakis nous disent Oleone. On continue avec vous, là. On s'est rendu aux îles de la Madeleine, oui. Et puis là, on retrouve les Mi'kmaq, hein, en territoire Mi'kmaq, là, dans la zone. Alors, eux, ils nous disent Wellalin. Puis, écoutez, on s'est rendu à la capitale nationale, Québec. Puis, on retrouve nos sœurs et frères Huron-Wendat. Et en langue Wendat, on dit Teawek. Alors, moi, je suis d'origine haïtienne. On fait juste enlever le R et on vous dit merci, merci, merci. Grande entrevue et surtout, passez nos salutations à M. Erin O'Toole. Après les élections, là, avec le grand résultat, bon, ça va peut-être être difficile pas mal de l'avoir, mais on va faire nos demandes. Merci au cabinet de votre équipe, hein, l'équipe conservatrice, cabinet fantôme, M. Berthold. Lâchez pas, faites un bon travail. 50 municipalités à couvrir. On vous suit. Les gens qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter. Alors, on lâche pas. Merci à vous. Merci. Au revoir. Messieurs, dames, oui, nous étions avec monsieur le député Luc Berthold, député dans Mégantic, l'érable. Je vous invite à faire un tour dans sa magnifique région. Nous autres, des fois, on passe à Plessisville, puis le sirop d'érable, c'est l'or sucré du Québec. Toute une entrevue dans le cadre de ce spécial portant sur les élections fédérales 2021. Nous étions avec un ténor du Parti conservateur. Alors, sur ce, on se voit pour la prochaine entrevue avec un autre ténor au niveau fédéral. On vous dit, Niawen, merci, au revoir, bonne journée.